Près de 3 km de sable fin, la plage de Las Canteras est connue pour être l'une des plus belles plages urbaines en Europe. Bonsoir et bienvenue dans Zone Europe sur Radio Sensation et sur TV78 pour un numéro spécial réalisé à Las Palmas de Gran Canaria, en Espagne. Voici tout de suite le sommaire de cette émission. Zone Europe sur Sensation. Nous parlerons du tourisme. Entre janvier et août, près de 9 millions d'étrangers sont venus ici, aux Canaries, une île de vacances, prisée surtout par les Anglais et les Allemands. Ancien journaliste de Radio Sensation et de TV78, Nicolas Kirillovitz est installé ici. Il est l'auteur du livre « Pour une révolution durable, se réconcilier avec la nature et le vivant ». Plus de 100 000 Français vivent en Espagne. Comme Weiss, il a quitté l'Hexagone pour s'installer sur l'île de Gran Canaria et y ouvrir un bar. Nous reviendrons ensemble sur son parcours. Et puis, à la fin de cette émission, nous vous ferons découvrir le Big Bang Vintage Festival, un événement qui fait la part belle à la culture et aux musiques des années 40 à 70. Le tourisme est un secteur vital pour l'économie de l'île. Entre janvier et août 2023, les Canaries ont accueilli près de 9 millions de touristes. Si la plage et le climat sont évidemment très attrayants, l'île de Gran Canaria a d'autres atouts à proposer. Pedro Quevedo, maire adjoint de Las Palmas chargé du tourisme, nous en dit plus. Las Palmas de Gran Canaria est un phénomène singulier au milieu de l'ensemble de l'offre touristique des îles Canaries. Notre offre, qui attire plus de 2 millions de personnes par an, s'articule aussi bien autour du soleil que de la plage. Las Palmas de Gran Canaria est un lieu urbain différent, c'est une destination urbaine. Nous prétendons ajouter d'autres caractéristiques que le soleil et la mer. De ce fait, nous avons eu des contacts récemment avec un public avec qui nous avions peu de relations, qui est le public français, précisément avec la ville de La Rochelle, où se tiennent quelques régates, des mini-transats que nous développons entre La Rochelle et Las Palmas. C'est pour dire que nous travaillons avec d'autres schémas que le tourisme de soleil et de plage. Pas seulement un avantage. Ce qui nous intéresse, pour faire la promotion, le tourisme de loisirs est un tourisme qui est utilisé dans beaucoup d'endroits où il y a plus d'espace, de soleil, de plage. Mais dans un lieu urbain comme ici, les événements culturels sont déterminants. Une destination urbaine qui n'a pas d'offre culturelle ne peut pas être une destination urbaine puissante. Un lieu urbain, c'est la sécurité, la connectivité, les services. Mais cela doit être aussi pouvoir disposer d'espaces pour la musique, les activités culturelles puissantes, les activités sportives puissantes. Tout cela, nous l'avons, oui. Et ça nous va plutôt bien. Le tourisme est un phénomène énormément révélateur pour les Canaries, tant pour son activité économique que pour son développement social. Le tourisme représente ici 35% du PIB des îles Canaries et 40% des emplois. Une chose énorme. À Las Palmas, c'est moins. C'est moins car dans un lieu urbain, la dimension touristique est plus contenue. Mais nous calculons que si 12 à 14 millions de personnes nous visitent chaque année, le tourisme peut avoir aussi des répercussions brutales. C'est donc quelque chose qui nous satisfait et nous préoccupe en même temps, car cela n'est pas bon de dépendre d'un seul secteur. Alors nous travaillons au développement d'activités alternatives, etc., etc. Mais c'est vrai que le tourisme est extrêmement révélateur.
Et il l'est pour tout. Il permet de promouvoir qui nous sommes, car le touriste est intelligent, et il ne cherche pas seulement à manger, à boire et à profiter du soleil. Il veut voir quelque chose d'intéressant. Il veut apprendre et connaître de nouvelles expériences. Sur ce terrain, l'artisanat, et ici nous avons un artisanat puissant de qualité, existe. C'est quelque chose qui est attrayant. Moi-même, lorsque je voyage, je recherche quelque chose de différent. L'internationalisation des choses a fait que nous trouvons les mêmes choses dans toutes les parties du monde. Mais ce que l'on veut trouver, c'est ce qui est différent. C'est ce que nous essayons de promouvoir. L'artisanat représente exactement cela. Y eso es lo que tratamos de promocionar. La artesanía representa justamente eso. Sigo tan agradecido en la cama contigo, recorriendo tu ombligo. Si no somos amigos, ni tampoco testigos, ¿cómo vamos a volver? No me puedo olvidar de la que me dijo que siempre estaría para mí, de la que decía que solo una noche y después no hubo más. De la que se fue con mis ganas de amar, mis ganas de vivir. No la he vuelto a encontrar. Demasiadas mujeres, demasiadas mujeres, demasiadas mujeres, demasiadas mujeres. Apaga este motor en movimiento. Mi fábrica de baile no cabe en tu corazón pequeño. Lors de son discours sur l'état de l'Union européenne, la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, a défendu son projet de pacte vert européen. L'environnement, c'est une problématique majeure aujourd'hui, mais en fait-on suffisamment? J'ai rendez-vous avec Nikola Kirillovitz, auteur du livre « Pour une révolution durable, se réconcilier avec la nature et le vivant » aux éditions Libre et Solidaire. Zone Europe sur Sensation. Bonjour Nikola Kirillovitz. Bonjour. Vous êtes journaliste spécialiste sur les questions européennes et environnementales et vous avez publié ce livre pour une révolution durable, se réconcilier avec la nature et le vivant, un ouvrage qui traite de la crise climatique et de notre vision pour y faire face. Alors avant de parler du fond de cet ouvrage, pourquoi d'abord avoir eu l'envie, le projet d'écrire ce livre, cet essai? Alors très honnêtement, ça va pas être vendeur, mais c'était vraiment un cheminement personnel. Il n'y avait pas initialement, quand j'ai écrit cet ouvrage, cet essai, parce que c'est un essai, je ne l'ai pas écrit en me disant voilà, je vais écrire un essai sur tel sujet parce que je suis X personne et que moi je m'y connais bien là-dessus et donc du coup j'ai quelque chose à dire. Non, c'était un moment dans ma vie où j'ai quitté le boulot où j'étais. J'étais donc en phase on va pas dire de transformation, mais bon, dans une phase un peu voilà, de calme transition. Et de transition, exactement, je pense que c'est le bon terme. Et j'avais pas mal d'idées à exprimer sur ce sujet dont vous venez très bien d'introduire les propos. Et donc je me suis mis à écrire, mais sans ambition au début. Et donc je me suis mis à écrire, puis le temps passant, je me suis pris au jeu. Et puis voilà, ma pensée, elle s'est bien structurée. En tout cas, je trouvais qu'elle se structurait plutôt bien. Et donc j'ai tout formalisé au bout d'un certain temps, ça m'a pris quand même plusieurs mois. Et je l'ai proposé à des maisons d'édition dans un premier temps. Comme je n'y connaissais rien, j'ai proposé aux plus grosses maisons d'édition. Évidemment, j'ai pas eu de retour ou que des retours négatifs. Et puis ensuite, j'ai reformalisé ça dans un deuxième temps. J'ai restructuré un peu les choses et j'ai visé cette fois-ci des maisons d'édition qui étaient plus spécialisées sur le sujet en question et peut-être moins grosses. Donc, ils laissent la chance aux auteurs qui débutent. Et donc, Libre et Solidaire m'a permis d'être publié et de me lancer dans cette aventure. Mais c'est une nouvelle fois, quand j'ai commencé à écrire, je me disais pas je veux être publié, je veux écrire un bouquin. C'était j'avais des idées exprimées, je les mets sur mon ordinateur et puis après ça s'est formalisé, les choses se sont un peu emballées comme ça, quoi, mais sans l'imaginer au début. Alors on va se concentrer maintenant sur ces idées que vous développez dans cet essai. Donc pour se réconcilier avec la nature et le vivant, vous analysez d'abord un modèle de vie qui aujourd'hui réglemente nos vies, c'est le modèle capitaliste. Alors ce modèle, selon vous, a oublié toute notion de naturel et de vivant, nous a poussé en tout cas à oublier toutes ces notions? Oui, alors après c'est difficile, moi je n'arrive pas à me positionner sur... Déjà je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui s'est dit un jour, je sais pas, au XVIIIe siècle ou au XVIIe, tiens on va créer un modèle, le modèle capitaliste, et on va se moquer du vivant et de la nature et des écosystèmes parce qu'en fait ça compte pas. Je pense pas que les choses ont été faites comme ça, d'ailleurs c'est pas que je pense pas, j'en suis sûr, c'est que les choses se développant avec les technologies et le monde qu'on connaît aujourd'hui, voilà, sont devenues ainsi. Mais oui, c'est ce que je pense, c'est qu'en tout cas aujourd'hui, dans le monde dans lequel on est au XXIe siècle,
y a du vivant, on commence à s'y intéresser. Le vivant, pour moi, ça comprend tout. Hein. Ça va du végétal à l'ours sur la banquise, au petit chat qui est là, à un microbe, une bactérie. Tout ce que la Terre finalement a créé. Voilà, exactement. Je pense que c'est bien de voir les choses comme ça. Et aujourd'hui, dans nos modes de vie, notamment et principalement occidentaux, c'est en Europe et aux États-Unis surtout que se sont développés le modèle capitaliste. Mais qui est en train de se développer un peu aussi ailleurs, sur les pays émergents notamment. Oui, parce que je pense que tout le monde a envie d'avoir une voiture moderne, tout le monde a envie d'avoir le dernier téléphone. Les avantages qu'il a procuré aussi ce modèle, vous tout le monde a envie d'avoir le confort de totalement. Vie. Voilà, tout le monde a envie d'avoir le confort de vie, ça se comprend. Mais là-dedans, on oublie que pour accéder à ce confort de vie, c'est-à-dire que même pour construire une voiture, il y a des éléments naturels et qu'il ne faut pas sacrifier pour juste profiter de sa voiture, parce que c'est une vision finalement, si on la juge comme ça, assez égoïste, parce que moi je profite de ma voiture, mais on sait très bien que demain on ne pourra pas tous avoir autant de voitures. Et quand je dis demain, c'est peut-être pas à 10 ans, mais ça sera un demi-siècle ou un siècle plus tard. Et c'est des visions, et c'est difficile de se projeter. Mais on ne peut pas oublier ce qui est en train de se passer et surtout de se dire, voilà, moi je profite, peu importe quelles sont les conséquences, on verra plus tard ce qu'il en adviendra. Non, on sait très bien qu'il faut changer notre façon de faire parce qu'elle n'est pas viable, tout simplement. Les choses sur lesquelles ce monde est possible sont en train de disparaître. Et les chiffres, moi je suis pas scientifique, je ne suis pas climatologue ou quoi que ce soit, mais les chiffres, on les connaît très bien. Il suffit de s'informer un peu, on voit les chutes, biodiversité, le nombre d'insectes qui disparaît, la pollution de l'air. Bon, bref, toutes ces données qui disent que si on continue comme ça va barder pour nous, quoi. Alors pour faire face à cette urgence climatique, il y a plusieurs échelles. Il y a des fois, on renvoie un peu la balle entre c'est aux États de faire plus d'efforts ou c'est aux citoyens individuels justement de prendre sa part à l'effort. Selon vous, qui est le plus efficace pour lutter? C'est à quelle échelle finalement? C'est vrai que là aussi la réponse va peut-être pas être en soi la plus intéressante et la plus tranchée, mais je pense que c'est les deux. Parce que même si on peut estimer à juste titre qu'il faut qu'un État prenne des mesures importantes, ou même un continent, l'Union européenne par exemple, en tant qu'entité, prenne des décisions, par exemple des objectifs climatiques, réduction de 55% des gaz à émissions, des émissions à effet de serre en 2030 par rapport à 1990, de tels objectifs. Ça c'est applicable et ça réussira que si à un moment il y a aussi une prise de conscience personnelle. On ne peut pas juste vivre dans la contrainte, on ne peut pas juste se dire parce qu'il y a une loi, parce qu'il y a un État qui impose ça ou qui ne l'impose pas d'ailleurs, parce que souvent c'est aussi ça qu'on reproche aux États de ne pas le faire assez. Pas forcément attendre qu'il y ait une loi. Si on ne partage pas le point de vue, si soi-même on n'est pas aussi d'accord déjà avec le constat alarmant qui concerne le climat, l'environnement, la biodiversité et qu'on attend que seuls les États fassent, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent ça, moi je pense que ça ne marchera pas parce que ça sera vécu que dans la contrainte. Alors que si les gens sont déjà d'accord avec l'état des lieux, entre guillemets, enfin je ne sais pas si l'expression est bonne, mais l'état des lieux du monde dans lequel on vit, et s'il y a des mesures qui sont portées, qui sont intelligentes, elles seront déjà soutenues d'un point de vue intellectuel par les gens, elles seront plus faciles à mettre en place et elles ne seront pas juste on m'empêche de rouler en voiture, bon je vais prendre un exemple très cliché, mais on m'empêche de rouler en voiture avec mon 4x4 dans Paris. Peut-être qu'on peut voir les choses différemment et peut-être que les États aussi seront moins, on va dire, punitifs et beaucoup plus dans la compréhension si les gens aussi comprennent et mettent en place des choses de leur côté. Et ça peut être des choses tout à fait simples, hein. Ça peut être, je pense, on connaît tous ce sujet-là, mais manger un peu moins de viande, un peu moins prendre l'avion, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas manger de viande, qu'il ne faut pas prendre l'avion, mais on peut très facilement réduire, je pense, sans changer de mode de vie et en comprenant des enjeux contemporains et qui auront ces applications-là après. Mais tout ça, cette réduction justement, engendre aussi des conséquences économiques. Au niveau politique, dans cet essai, vous défendez la vision d'une Europe fédérale, alors le projet européen initial est selon vous trahi actuellement par les décideurs, par les politiques aujourd'hui, car les projets fédérateurs sont délaissés au profit de projets de satisfaction électoraliste sur le coup, pour être élu, on ne va pas aussi loin, ou on joue sur justement l'aspect national, justement, l'Europe a été d'ailleurs construit contre les nationalismes à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Selon vous, l'Europe serait un projet donc non achevé, à part sur le plan économique, où ça marche très bien, et
aujourd'hui, justement, on en revient au modèle capitaliste où, du coup, ce modèle a quand même apporté des avantages à l'Europe sur la manière de vivre, sur le confort, mais aujourd'hui, il n'est plus adapté, justement, pour cette Europe aujourd'hui n'est pas adaptée, n'est pas prête pour répondre aux enjeux climatiques. C'est ce que vous montrez un peu dans Oui, c'est ce que j'essaie de dire. Alors c'est vrai que vous avez raison, je pense que, je ne sais pas si les chiffres sont toujours d'actualité, mais je crois toujours que l'Union européenne, donc tous les États membres, les 27, je crois qu'ils forment la zone la plus riche du monde en termes de PIB, devant même les États-Unis, la Chine. Donc ça, là-dessus, on peut dire que c'est une réussite économique, il n'y a pas de problème. Néanmoins, je ne pense pas qu'à la base, quand on sortait de la Seconde Guerre mondiale, bon, l'Europe était déjà une idée plus vieille, puisque je crois même que Victor Hugo en parlait lui-même d'un projet européen, n'était pas que de faire une entité économique qui réussirait, même si c'est nécessaire, parce qu'au bout d'un moment, on ne peut pas vivre sans les besoins, satisfaire ses besoins de nourriture, de logement, donc il faut créer de la richesse pour tout ça. Si c'est que basé là-dessus, je pense que c'est une trahison des promesses de départ qui étaient États-Unis d'Europe, et je crois qu'on a oublié un peu la situation dans laquelle on était à la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est normal parce que c'est maintenant loin, mais on sortait d'un tel chaos qu'on s'est dit, au bout d'un moment, il ne faut pas juste lier que les enjeux économiques, il faut lier aussi nos destins. Et notre destin, il est aujourd'hui, je suis désolé, mais l'enjeu numéro 1, il est environnemental et climatique. Donc on ne peut pas rester que sur un enjeu économique qui certes fonctionne très bien, il n'y a rien à dire. Je pense qu'on sait que l'Europe, c'est une machine économique qui fonctionne, avec ses défauts, ses qualités, que moi je ne peux pas juger parce que je ne suis pas économiste, mais dont on voit des enjeux dans les médias, mais ça ne suffit pas aujourd'hui parce que c'était déjà pas la promesse de base, et surtout que ça ne répond pas, comme vous le disiez, aux enjeux dont on parle climatiques. On ne peut pas juste vendre des avions de chasse ou faire plutôt des avions commerciaux type Airbus ou des projets de ce genre-là et se dire c'est bon, ça suffit aux gens. Non, les gens aujourd'hui, il faut qu'ils s'allient entre eux et qu'on soit français, allemand, polonais, hongrois, slovaque, italien, bon, bref, peu importe là où on vit, on respire de l'air, on a les mêmes besoins, la pollution nous affecte de la même manière, et donc on doit s'allier sur ces sujets-là. Et d'ailleurs, je parle d'Europe parce que c'est le projet continental le plus avancé au monde, mais il y a évidemment que c'est même des sujets qui sont mondiaux et qui concernent toute l'humanité. Je veux dire, toute l'humanité respire, toute l'humanité a besoin d'accéder à des besoins naturels élémentaires. Et donc, ce n'est pas juste un sujet européen, mais vu que c'est celui qui est le plus avancé et que celui qui est le plus prometteur, dirons-nous, c'est celui-ci sur lequel j'avance et que je connais parce que je suis français, donc européen. Alors précisons tout de même que l'Europe ne fait pas rien en matière d'environnement. Il y a le pacte vert aujourd'hui. Mais l'Europe seule, elle ne pourra rien faire, c'est ce que je veux dire aussi. Il y a beaucoup d'ambition. Est-ce que cela vous rend, tout de même, malgré tout ce que vous nous avez dit, est-ce que vous êtes plutôt pessimiste ou optimiste pour l'avenir, justement? Ouais, honnêtement, je serais plutôt quand même pessimiste, même si je crois que c'est pas un sujet de... Je crois qu'il faut faire le deuil, en tout cas moi c'est comme ça que je vois les choses, il faut faire le deuil du monde dans lequel on est et qui va pas forcément aller qu'en s'améliorer. Il va y avoir des changements profonds à faire qui, de toute façon, si on les met pas en place, nous, se mettront en place pour nous. Je ne sais pas, ça peut être des coupures d'électricité généralisées, des problèmes d'approvisionnement de carburant. On l'a bien vu, un conflit aux portes de l'Europe entre l'Ukraine et la Russie. Et à un moment, on se demandait si on allait avoir du chauffage pour se chauffer l'hiver. Énergétique. Excusez-moi, c'est très grave ce qui se passe. Mais c'est l'armée russe qui envahit l'Ukraine. C'est pas un conflit. Alors on a évité peut-être le conflit mondial, mais c'est pas c'est pas la première ou la deuxième guerre mondiale. Alors imaginez demain un conflit de ce type-là arrive. Je veux dire, comment on fait, comment on court dans les supermarchés, un virus et tout le monde s'inquiétait pour savoir s'il allait y avoir du papier toilette. Je veux dire, le monde dans lequel on vit, il va forcément pour des raisons environnementales et climatiques être modifié. Soit on prend les devants et nous aussi on change, on réduit nos façons de vivre et on les rapproche un peu d'un mode de vie plus naturel, ou soit on ne change pas et ça s'imposera à nous. Donc c'est pas pessimiste parce que moi en soi j'estime qu'un mode de vie plus naturel c'est pas quelque chose de mauvais. Mais c'est vrai que si on part d'un point de vue tel que ma vie elle est aujourd'hui, oui, je suis pessimiste. Merci beaucoup Nicolas Chirulis d'avoir été avec nous. Je rappelle donc que vous êtes l'auteur de cet essai pour une révolution durable, se réconcilier avec la nature et le vivant. Estoy
Cette bâtisse a servi de logement à Christophe Colomb lorsqu'il faisait escale aux îles Canaries au début de ses voyages vers l'Amérique. La Casa des Colonnes, la maison de Colomb, est aujourd'hui dédiée à l'histoire des relations entre les Canaries et l'Amérique. Des expositions y sont régulièrement organisées, comme celle de Betsabe Romero autour du Jour des Morts, tradition mexicaine, un événement dédié aux migrants décédés au cours de l'année dernière. Zone Europe sur Sensation. Hola, bonjour Betsabe Romero. Bonjour. Merci d'être avec nous dans Zone Europe. Alors donc, en Europe, nous avons la Toussaint. Au Mexique, vous avez El Día de los Muertos, le jour des morts. Alors nous, en Europe, on fête ça le 1er novembre. Vous, cette tradition 100% mexicaine qui s'est un petit peu développée aussi au-delà en Amérique latine, elle commence quand? Est-ce que vous pouvez nous en parler? De quoi s'agit-il? Ça, c'est très important, spécialement maintenant, loin de l'Amérique latine, parce qu'en Espagne, bien sûr, avec la conquête, il y a les traditions il y a une fusion, il y a un métissage, et spécialement pour cette tradition qui sert. C'est pas seulement une fête, c'est pas comme Halloween. Halloween, dans le cas de Día de los Muertos, c'est une tradition vivante, très ludique, très cathartique, parce que ça sert à chaque famille qui a perdu quelqu'un chaque année, à l'année qui est passée, pour faire un altar de muertos spécial dédié à la mémoire de la vie de cette personne. Alors, c'est dédié à la vie, pas à la mort de ces personnes. Alors, c'est une activité qui commence dès qu'il est passé, il est mort. Et à ce moment-là, toute la famille s'est réunie pour voir qu'est-ce qu'ils vont mettre à l'hôtel de chaque maison. Alors, ils parlent de qu'est-ce qui était important au niveau de ses activités, de son goût, quelle boisson, quel plat, tout pour décorer la maison et pour inviter aux autres le jour des morts à venir, à partager avec eux cet hommage, célébration dédiée à cette personne. Alors, c'est une façon d'accompagner le deuil. C'est une façon de les vivre ensemble. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de très... Ça aide, parce que ce sont des moments difficiles. Et en Occident, il n'y a rien pour partager ça. Tout est individuel. Et les gens ne célèbrent pas la vie, ils se rappellent de la mort. Et ce sont des jours, j'ai vécu en France, et ce sont des jours tristes. La Toussaint, c'est triste. Et ici, c'est... Finalement, voir le positif. Oui, bon, c'est pas seulement voir le positif, mais avoir la permission de jouer à que un jour de l'an, les gens qui nous ont abandonnés reviennent. Alors, quand tu es petit, les enfants apprennent de tout ce que c'était la vie, la mémoire, le goût, l'amour pour la grand-mère, du grand-père ou quoi, la personne qui est la personne à qui on dédie l'hôtel. Et on apprend ces mémoires familières à partir de cette célébration. Et je trouve que ça, c'est très intéressante et c'est ça qui me fait l'idée de partager aux autres pays et aux autres cette possibilité qui n'existe pas. Et vous partagez donc cette tradition ici à la Casa des Colonnes, à la maison de Colomb, avec cette exposition qui s'appelle Les escaliers au ciel, si je traduis bien en français. Qu'est-ce que vous avez voulu faire d'un point de vue artistique, sachant que cette exposition est unique, elle a été pensée, créée uniquement à partir de ce lieu qui est la Casa des Colonnes? Oui, à partir de ce que j'ai appris quand j'étais petite avec ma grand-mère, c'était avant d'aller à l'école de Beaux-Arts à Paris, que j'étais à l'école de Beaux-Arts à Paris, et
savoir qu'est-ce que c'est une intervention éphémère, une installation d'art éphémère, me faisait rappeler à ce qu'elle faisait mes grands-mères. Ce jour-là, ce jour du Dia de los c'était la Muertos. générosité de pas seulement faire la cuisine, mais acheter les fleurs, les ingrédients, tout ça, parce que ce sont des hôtels qui attaquent tous les sens, non? Alors pour moi, et en tant qu'artiste contemporaine, d'abord, je veux aussi faire hommage à l'art populaire du Mexique, parce que je travaille avec beaucoup des ateliers qui font les fleurs à la main, les fleurs faites à la main, et avec la tuile que je fais ces crins, et tous les matériaux que vous voyez pour l'intervention architectonique que j'ai fait à la Maison de Colón sont faits par des ateliers d'art populaire au Mexique, et c'est un des patrimoines plus importants du pays. Et ça aussi, je veux faire un hommage, parce que ça n'existe pas partout. Les pays ont perdu cette tradition, et du coup, il y a l'artisanat qui, même s'il dit ça c'est le plus connu en Hollande, c'est fait en Chine, non? C'est fait pour le tourisme. Et ça n'a vraiment pas plus une valeur traditionnelle. Et au Mexique, ça continue, heureusement. Et c'est ça que j'apporte, parce que je crois qu'il faut préserver ces traditions de chaque endroit. Et parce que ces traditions font l'union de la communauté, soit n'importe laquelle. Et je me rends compte qu'à chaque fois que je fais le jour des morts à n'importe quel pays, ça éveille une curiosité à cause du concept, et parce que aussi toute cette iconographie de la mort permet le design de la mode, du tatouage, du design partout. Alors c'est parce qu'il y a quelque chose de fort à tout ça. Et cette exposition, donc, les escaliers au ciel, elle intervient aussi dans un contexte particulier entre l'Europe et l'Afrique. On a, vous le savez, une crise migratoire. Si je prends les mois depuis entre janvier et septembre 2023, il y a eu 15 000 migrants qui ont atterri, qui sont venus, qui ont débarqué sur les îles Canaries. Mais il y en a aussi d'autres qui ont eu moins de chance et qui ont trouvé la mort. Vous souhaitez également leur rendre hommage à travers cette exposition. Vous, quel point de vue avez-vous d'une Mexicaine sur justement cette crise migratoire que nous traversons en Europe? Pour moi, cette fois-ci, c'est le plus important. C'est un hommage, cette fois-ci, aux migrants de tout le monde qui ont perdu la vie cette année, parce qu'à la place de que ce problème devienne moins grave chaque année, toujours c'est pire, tu vois. C'est comme si la politique, l'histoire, l'économie n'est pas à l'auteur de l'importance de ce phénomène qui nous dépasse, qui est vraiment le plus important, parce qu'à la fin, tout le monde, on est migrant, on est forcé de venir à la vie, et à la fin, on est forcé d'y aller à la mort. On est des migrants même de la vie à la mort, et on ne peut pas dire je n'ai rien à voir, parce que aussi toutes les cultures sont fusion des autres, et spécialement en étant mexicaine, en Espagne, à la Casa de Colón, ça prend beaucoup de signification qu'une culture qui vient d'au-delà de l'océan, de l'autre côté, de l'européen, vient et apporte la couleur, l'artisanat, et une autre façon de voir la vie et la mort. Je crois que la culture, à la fin, c'est la preuve de que la fusion, les rencontres, le dialogue entre cultures, ça enrichit. Ce n'est pas quelque chose pour avoir peur, pour refuser. Alors, je crois que la culture va en une autre direction que la politique et que l'économie, et que si les gens qui aiment bien l'art, qui reconnaissent ce que c'est la culture, viennent ici, ça serait pour moi déjà quelque chose s'ils pensent à la migration comme un phénomène qui apporte aussi un dialogue et qui nous enrichit dans beaucoup de façons. Muchas gracias. Merci beaucoup, Betsabe Merci Romero. à vous.
Enrique Iglesias. Es mala amante la fama y no va a quererme de verdad. Es demasiado traicionera y como ella viene se me va. Je vous propose à présent un voyage dans le temps, de vous immerger dans la culture et la musique des années 40 à 70 à l'occasion de la 6e édition du Big Bang Vintage Festival à Las Palmas. Rencontre avec Francisco Javier Vieira González, le directeur du festival. Zone Europe. Hola Javier. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias de estar con Merci beaucoup d'être avec nous dans Zone Europe. Vous êtes le directeur du Big Bang Vintage Festival. Pour ceux qui ne connaissent pas ce festival, comment est-ce que vous le présenteriez? Le Big Bang Vintage Festival est un festival qui unit la musique et la tendance de la culture du rock'n'roll des années 40 aux années 70. Le rock'n'roll, le swing, la soul, le punk, toutes ces musiques qui sont le début de toute la musique que nous connaissons maintenant, qui y trouvent leurs origines. Pourquoi le festival s'est concentré sur cette période du rock des années 40 à 70? Parce que c'est ce que j'aime le plus. Comment vous l'expliquez? Je fais un festival qui me plaît à moi d'abord, et c'est nécessaire que le public connaisse cette époque. Je crois que le public doit connaître la naissance du rock'n'roll et le faire en plein milieu de la ville de Las Palmas des Grandes Canarias, en plein cœur de la ville, dans le parc San Telmo, permet que cet événement soit familial et réunisse toute la famille. Vous pouvez boire une bière, manger un hamburger, acheter dans un food truck et voir des concerts ou des DJ, des groupes nationaux, canariens et internationaux. Des bandes nationales, canarias et internationales. No veas, no te escondas, pues igual te va a encontrar. Ella es gánster, ella es gánster. Ella es gánster, ella es gánster. Te acerra, ta 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 ta. Quelles sont les particularités du rock canarien, s'il y en a? Si hay unas. Particularidades, porque estamos en unas islas. Des particularités, oula, parce que nous sommes sur une île, c'est très difficile d'être musicien sur les îles Canaries et très difficile d'organiser un festival sur les îles Canaries. Car si tu fais un festival très petit, seulement les gens de Las Palmas vont venir. Si tu as un peu plus d'ambition, des gens des autres îles peuvent venir. Ce que nous souhaiterions, c'est attirer un public de la péninsule et étranger aussi. Être musicien dans les îles, je le suis aussi, c'est très difficile, car si dans la péninsule ou en Europe il y a beaucoup de concurrence avec des milliers de groupes très bons, mais sur une île, tu dois faire le double d'efforts pour te promouvoir. Désormais, nous avons plus d'aide grâce aux réseaux sociaux, mais cela reste toujours plus difficile depuis une île. À quoi ressemble le public que vous souhaitez attirer à travers ce festival? Un public fidèle, car des plus petits aux plus grands, le rock'n'roll est le folklore de tous. C'est très rare les personnes qui n'aiment pas cette musique. Même si tu aimes le reggaeton ou l'électro, le rock'n'roll, la soul, la musique disco est la naissance de toutes ces musiques. En France, je ne sais pas si vous le savez aussi, mais nous avons une tendance des festivals qui s'engagent davantage pour l'environnement, pour être plus durables aussi. Ici aussi, on remarque cela. Oui, nous aussi, ici, nous travaillons en ce sens. Nous ne sommes pas seulement un festival de musique et de culture.
En plus aussi, nous voulons, en étant en plein cœur de la ville, protéger les alentours avec des verres réutilisables, en faisant des actions pour qu'il y ait plusieurs stands comme la Fondation Foresta ou un marché de recyclage de Gran Canaria, où ils mettent en avant leurs projets et apprennent au grand public à prendre soin de la planète. Muchas gracias, Javier Vieira. Je rappelle que vous êtes le directeur du Big Bang Vintage Festival. Nous allons maintenant parler de cette exposition qui est autour de nous, donc une exposition qui s'appelle Rock et Eyas. On en parle tout de suite avec le photographe Javi Felipe. Zone Europe. Bonjour Ravi, nous voyons donc derrière votre exposition plusieurs photographies de femmes qui jouent du rock and roll. Comment avez-vous pensé à faire cette exposition et quel message vouliez-vous montrer au public? Cette exposition est un hommage aux femmes du rock canarien. La scène du rock canarien est une scène basique d'hommes. Et cela est un petit hommage que je souhaitais faire aux femmes des 10 dernières années. Il y a 64 photos et 63 femmes qui jouent dans des groupes différents. Il y a des chanteuses, des guitaristes, des bassistes, des musiques en tout genre. C'est une sorte d'hommage aux femmes avec le processus d'autonomisation qui se déroule au sein de la société en général et de la musique en particulier et dans le rock des îles Canaries. Pues muchas gracias, Javi Felipe. Gracias a ti. Chao. 1, 2, 3, un pasito para atrás. Suerte tenerte cuando amanece y me dices te quiero. 1, 2, 3, un pasito para atrás. Tout quitter pour créer sa boîte à l'étranger. Environ 150 000 Français vivent en Espagne. Aux Canaries, on les retrouve principalement dans les secteurs du commerce et du tourisme. Wesley a 34 ans. Il y a 8 ans, il a quitté la France pour venir s'installer ici, à Las Palmas. Il a monté son entreprise, un bar. Il va nous parler de son parcours, de son intégration et de ses passions. Zone Europe. Bonjour Wesley. Bonjour Corentin. Merci d'être avec nous dans Zone Europe. Alors pourquoi avoir décidé de quitter la France en 2015 et de venir s'installer ici à Las Palmas écoute, moi je voulais partir à l'étranger à la fin de mes études et donc c'est ce que j'ai fait. En fait, je suis parti en Australie 1 an en Working Holiday Visa et je voulais découvrir un petit peu d'autres horizons et en fait, ça m'a permis de rencontrer des gens, de vivre des aventures assez excitantes. Et quand je suis en Australie, j'ai rencontré mon ex, une Italienne. Et avec elle, on est tombé amoureux. Et en fait, on a décidé d'aller s'installer aux Canaries, parce que c'était proche autant de l'Italie que de la France. Et donc voilà, donc ça s'est fait un peu comme ça à la base. Et je me suis retrouvé ici en 2015. Et ici du coup depuis, comment s'est passée ton intégration, ton adaptation à cette culture espagnole, canarienne même? Très bien, très bien, rien à dire. Plutôt bien vu que tu es toujours pas reparti. Ouais, bien sûr. Disons qu'avec le travail, ça permet déjà d'avoir un rythme, de bien s'intégrer. Mais après, les gens ici sont très sympas. La vie est chill, cool. Puis c'est un rythme d'île, quoi. Donc c'est très tranquille et à vrai dire, on s'adapte très facilement, quoi. Tu as été influencé par la culture espagnole depuis que tu es ici. Tu as pris quelques habitudes, de nouveaux sports, de nouvelles activités, de nouveaux modes de vie. Bien sûr. Déjà, j'ai une copine espagnole maintenant, de Madrid. Donc je mange beaucoup plus espagnol qu'avant.
Et puis et après, par exemple, c'est pas tant l'Espagne, mais bon, en tout cas pour l'île, le côté île, je me suis mis au surf, par exemple. Et donc on va dire que c'est quelque chose que j'ai appris, un des points, un des bons côtés de l'île, quoi. Et puis quoi d'autre, je sais pas. Non, la nourriture. Le sport, le paddle aussi, le paddle, c'est très développé en Espagne. C'est vrai que c'est très commun ici. C'est ici que tu l'as découvert? Ou t'en faisais déjà? Non, je connaissais, mais j'avais jamais essayé. Et ici, on s'y est mis et avec des amis français. Et voilà, depuis c'est une addiction, quoi. Et donc on va parler de ce bar maintenant. Alors avant tu avais déjà un autre bar, celui-là il a été créé depuis quelques mois, il s'appelle Bistro Lumière. Est-ce que c'est un peu un petit bout de France ici à Las Palmas? Comment tu le vois ce bar? Donc comme je t'expliquais avant, en fait quand je suis arrivé sur l'île avec mon ex, on a ouvert un premier bar qui était un bar plutôt on va dire international. Enfin il y avait beaucoup de choses. Il y avait beaucoup de choses italiennes à la fois, comme quelques petites choses françaises. On avait déjà des crêpes, par exemple, mais des crêpes très basiques. Et bref, j'ai été avec le bar pendant 6 ans. Et quand j'ai ouvert ce bar, j'ai voulu m'orienter plus sur un truc un petit peu français, faire un petit point de rencontre pour les Français qui sont ici, par exemple. Et surtout apporter un petit peu cette culture... notamment les galettes bretonnes. Moi je suis pas breton mais j'adore ça. Est-ce que les crêpes françaises ont du succès ici aux Canaries? Elles ont un certain succès quand les gens goûtent, ils aiment beaucoup. Après comme ils connaissent pas trop, il faut leur peur vendre. Encore de... Ouais, ils sont pas trop habitués. De se lancer. Ils sont pas trop habitués, ils aiment bien aussi leur propre... ils sont habitués à leurs petits plats. Et donc c'est un peu sortir, on va dire... Merci beaucoup Wesley, je t'en prie, d'avoir partagé ton expérience avec nous dans Zone Europe. Zone Europe sur Sensation. Zone Europe, c'est terminé. Vous pouvez retrouver cette émission en replay sur notre site internet et sur notre application Radio Sensation. Très bonne soirée à tous. Zone Europe sur Sensation.